Je vais appeler nos trois panélistes, nos trois invités, dont je leur dirai un mot, Rudi Reichstadt, David Chavalarias et Jean-Gabriel Ganassia. Juste pendant qu'ils s'installent, je voudrais juste mentionner, puisque je sors une seconde de la casquette de modérateur de l'après-midi, mais je n'ai pas donné tous les noms des personnes qui ont contribué à l'organisation de la journée. Vous l'avez sur le programme, mais comme je suis passé vite là-dessus, je voudrais le redire. Il y avait Robert Barouki, que vous avez entendu ce matin, Nelly Ben-Simon, Daniel Kunt, Michel Leduc et bien sûr Antoine Trillier. Voilà, je voulais les remercier, c'était un plaisir de réfléchir en amont, de discuter à cette journée. Donc si nos invités veulent me rejoindre, on peut les applaudir. Et donc comme ce matin, on aura trois exposés assez courts, une ou deux questions de la salle pour clarifier des points, et puis ensuite un moment plus collectif. Et donc notre premier intervenant cet après-midi, c'est Rudi Reichstadt, qui est le fondateur-directeur de Conspiracy Watch, que je vous conseille de consulter si vous avez envie de voir la variété et souvent le caractère inquiétant de nombreuses théories du complot qui sont enquêtées au fil des ans avec des dossiers qui sont sans cesse enrichis. Et je pense qu'on peut mentionner aussi cet ouvrage de l'an dernier, un an et demi. 3 ans. Eh oui, mais entre-temps, il y a eu de fait, oui, je l'ai reçu pendant la pandémie, déjà 3 ans, mais il est toujours d'actualité. L'opium des imbéciles, et donc il porte sur les théories du complot. Mais écoute, je te donne la parole tout de suite, Rudi, sans plus tarder, sur le discours complotiste, puisqu'on est cet après-midi dans les circuits de la désinformation, et là il y a une arène et un circuit sans doute qui sont sans doute particulièrement intéressants. À toi. Alors, ce micro fonctionne, donc c'est parfait. Bonjour à tous, merci Mathias pour cette présentation, et puis merci pour votre invitation et de venir dans cette école prestigieuse pour prononcer quelques mots sur le discours complotiste et sa circulation. Alors évidemment, on ne peut pas parler aujourd'hui de complotisme, de conspirationnisme sans s'intéresser à ces modalités de circulation, de diffusion, dans l'espace et dans le temps d'ailleurs, et donc sans s'intéresser aussi à ces conditions techniques, matérielles de diffusion, qui sont très clairement Internet, et pas seulement Internet, mais cette configuration particulière, me semble-t-il, créée par le triptyque haut débit, smartphone, réseaux sociaux. Parce que cette configuration technologique, technique-là, eh bien, redistribue les cartes du point de vue de la circulation des croyances en général, des croyances les plus contestables en particulier, et parmi elles, des croyances conspirationnistes. D'abord, ça vient amplifier un vieux phénomène qu'on connaît bien. Vous connaissez tous cet adage sur lequel le mensonge a fait le tour de la Terre le temps que la vérité mette ses chaussures. Eh bien, cette rapidité de circulation du faux, elle est aujourd'hui amplifiée, accélérée encore par Internet, les réseaux sociaux, ce qu'ils permettent, au point que nous en venons à observer, depuis un certain nombre d'années maintenant, un véritable révisionnisme en temps réel, c'est-à-dire que, contrairement à l'approche classique des théories du complot, qui étaient envisagées comme des éléments de discours qui venaient contester une version officielle déjà là, préexistante, eh bien, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est la capacité des théories du complot à imprimer immédiatement l'événement, et parfois l'événement en train de se faire, et qui n'a pas suscité encore de version dite officielle, ou de version des autorités, ou de la communauté scientifique, quelle que soit l'autorité à laquelle on pense. Donc, pourquoi ? Parce qu'avec ce smartphone que j'ai devant moi, eh bien, on peut partager, recevoir, émettre, à chaque seconde, et 24 heures sur 24, des contenus, quels qu'ils soient. Donc on fait face à une démultiplication considérable, extraordinaire, des vecteurs de communication et de diffusion. Auparavant, on avait là aussi cette dichotomie assez classique entre les théoriciens du complot, d'un côté, ceux qui faisaient des théories du complot, eh bien, un business éventuellement, ou une entreprise politique et idéologique, les théoriciens du complot qui pouvaient être conférenciers, auteurs de livres, de films, etc. Et puis en phase 2, des spectateurs, des complotistes d'une certaine manière intoxiqués, clients de ces idées-là, et si vous me passez l'expression, des complotistes actifs d'un côté et passifs de l'autre.
Cette dichotomie, en partie, elle existe toujours, mais je crois qu'elle est largement écornée, largement émoussée par le fait qu'aujourd'hui, les complotistes dits passifs, qui sont intoxiqués, eh bien, ils se retrouvent dans les conditions de producteurs d'informations et de fausses informations à leur tour, et là encore à chaque instant, parce que les coûts de fabrication de ces théories du complot n'ont jamais été aussi bas, il n'a jamais été aussi facile de produire du contenu, de mettre en circulation des idées à travers des textes, des vidéos, du son, qu'aujourd'hui. On peut, avec une chaîne YouTube qui est gratuite, hein, on peut ouvrir tous une chaîne YouTube, et avec un logiciel de montage, là aussi en accès libre, faire des choses de qualité semi-professionnelle déjà. Et donc on peut produire ces contenus à bas coût. Phénomène qui est encore amplifié par les fameux algorithmes de recommandation, je pense que David tu vas probablement en parler, ou pas, je sais un petit peu, qui donnent une prime, on le sait, aux contenus sensationnalistes, et les contenus conspirationnistes sont justement, précisément, des contenus sensationnalistes, puisqu'ils prétendent vous délivrer la vérité sur le Covid, la guerre en Ukraine, le sida, les dernières élections américaines, etc. Et on sait que ce type de contenu est poussé automatiquement par les algorithmes, notamment les algorithmes de YouTube. Ces algorithmes de recommandation, ils déterminent aussi le fil d'actualité que vous consultez lorsque vous ouvrez Twitter ou Facebook, et ils encouragent, on le sait, la formation de bulles de filtres, et donc le biais de confirmation, qui à son tour va alimenter la polarisation de nos sociétés. Ça, c'est quelque chose qui est assez bien documenté aujourd'hui. Donc on est plus exposé aux théories du complot également lorsqu'on s'informe prioritairement sur les réseaux sociaux. Or c'est le canal, en tout cas c'est le mode d'information privilégié des moins de 35 ans aujourd'hui, prioritairement, les réseaux sociaux. C'est le mien aussi, même si j'ai un peu plus de 35 ans. Mais le fait est que on voit qu'il y a un lien entre les usages informationnels et l'exposition aux théories du complot, et donc la capacité à être influencé par ces théories du complot et par cet imaginaire complotiste. Et puis, il y a à cette situation de ce que Gérald Bronner appelle la dérégulation du marché de la connaissance et de l'information, eh bien, son corollaire, c'est-à-dire la remise en cause du rôle de la presse et de la communauté scientifique dans leur fonction de gatekeeping et de contrôle de la circulation des contenus, des idées, etc. Et cette remise en cause, elle fait partie d'ailleurs du discours, c'est l'un des traits saillants du discours complotiste. On parle beaucoup, Étienne Klein a popularisé le terme d'ultra-crépidarianisme dans son tract Gallimard, Le goût du vrai, il y a un an ou deux. Il nous parle des faits de Dunning-Kruger, c'est ce mélange de surconfiance et d'incompétence qui fait qu'on a l'impression de pouvoir tenir des discours dans des domaines aussi variés que l'infectiologie ou la géopolitique ou le football, sans forcément être qualifié pour cela, et sans même avoir conscience de son propre degré d'incompétence. L'approche complotiste, leur donner quelques traits, a tendance, en tout cas le discours complotiste général, a tendance à diviser le monde entre éveillés et moutons. Petite minorité malveillante qui serait au courant de tout cela, mais en face de cela, il y aurait des contre-initiés, une contre-élite qui aurait compris le dessous des cartes, qui se passait, et qui se fixerait pour rôle, qui se donnerait pour mission d'essayer de réveiller leurs semblables, leurs contemporains, qui eux seraient littéralement lobotomisés, tout le discours autour des moutons, etc. C'est l'idée, mais ça c'est des choses assez classiques, que les apparences sont presque toujours trompeuses, il faut aller voir derrière les choses, que tout est lié de façon secrète. C'est la minimisation assez systématique du rôle du hasard et des coïncidences fortuites dans les événements, dans ce qui se passe. C'est la logique des intérêts érigée en clé de compréhension du monde. La logique des intérêts, c'est le fameux « à qui cela profite-t-il » d'accord ? Pierre-André Taguieff, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, que j'ai interviewé il y a quelques années, disait c'est le cui bono, c'est la question de Cicéron, à qui ça profite, c'est la baguette de sourcier du complotiste. Il se demande à qui profite une situation pour savoir qui en est à l'origine. D'ailleurs, Karl Popper donnait
pour définition de sa théorie sociologique du complot, cette fameuse logique des intérêts. C'est une manière d'amener le discours sous la forme de la conglomation, c'est-à-dire la juxtaposition d'arguments, quelle que soit leur valeur par ailleurs pris séparément, mais d'arguments empruntés parfois à des champs très très variés de connaissances et qui présentés ensemble, sous forme, là encore j'emprunte à Bronner sa formule de millefeuille argumentatif, eh bien, va exercer un pouvoir d'intimidation intellectuelle très fort, qui fait que vous dites, lorsque vous êtes exposé à cela, tout ne peut pas être faux, il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc le soupçon, le doute est insinué, et la mission du désinformateur complotiste, en tout cas, est remplie à ce moment-là. C'est le renversement de la charge de la preuve. Je suis désolé, j'ouvre beaucoup de portes devant vous, mais j'ai un quart d'heure, je crois, donc je passe rapidement sur ces choses-là. Le renversement de la charge de la preuve, le mélange du vrai et du faux, qui rend d'autant plus toxique un contenu complotiste, le mélange du factuel et de ce qui n'a pas été vérifié, du factuel et de l'invérifiable aussi parfois, la surinterprétation, en psychologie on appellera l'apophénie, le fait de voir derrière des éléments en soi assez prosaïques, eh bien, des signes d'un pouvoir caché, d'un message caché ou codé. Une rhétorique assez triomphaliste également, qui n'hésite pas à faire assaut d'anachronisme. C'est le fameux « on vous l'avait bien dit, nous avions raison, regardez, le virus s'est bien échappé d'un laboratoire, on ne le sait pas encore, ça reste une hypothèse, et une hypothèse assez plausible d'ailleurs, mais en tout cas, on dit, regardez, à l'époque, en 2020, vous expliquiez que ça n'était pas possible, donc nous avions raison. Le pass sanitaire, vous expliquiez qu'il n'y en aurait jamais, or l'histoire nous a donné raison. C'est évidemment plus compliqué que ça. On n'a jamais considéré à l'époque que dire qu'un jour il pourrait y avoir un pass sanitaire serait une théorie du complot. Mais évidemment, il y a une sorte de distorsion des faits qui s'exerce aussi sur ce point. C'est la rhétorique aussi de l'aveu. On explique à partir de vidéos d'Albert Bourla, le patron de Pfizer, de vidéos de Bill Gates, de Barack Obama, de Joe Biden, que, regardez, ils sont en train d'avouer, de reconnaître, d'admettre, et tout ce champ lexical de l'aveu, qu'ils se livrent à des choses tout à fait contestables, etc. En général, là aussi, on tord complètement les faits. Une vidéo très célèbre qui a énormément buzzé dès la fin du mois de janvier 2020, au tout début du Covid, expliquant que Bill Gates admettait que les vaccins servaient à la dépopulation. C'est pas du tout ce que disait Bill Gates, par ailleurs, mais la vidéo a été largement partagée, elle est devenue très virale, et ce qui est fascinant, c'est que on sait par ailleurs que la majorité des contenus partagés sur les réseaux sociaux, je crois que l'étude portée sur Twitter en particulier, le sont sans être consultés auparavant. Ils ne sont pas cliqués, on les partage sur la seule base du titre, et parfois sur la base d'un titre tronqué, parce que le titre est trop long. Donc tout ça favorise évidemment la viralité de ce type de contenu. J'ai encore quelques minutes. Oui. C'est aussi le mépris pour les faits. On teste dans... j'ai encore fait l'expérience très concrète il y a quelques jours. Vous avez sans doute entendu le nom de Christian Perron ces dernières années. Et Christian Perron, dans une interview récente, explique que nous prend à partie, nous, Conspiracy Watch, le média dont je m'occupe, en disant que nous ne nous intéressons pas aux faits, aux documents, voilà, ce qui m'a passablement énervé. Donc j'ai répondu en rappelant que quelques jours plus tôt, il avait soutenu dans une interview à Sud Radio, et soutenu trompeusement, que des documents de Pfizer attestaient que sur 28 femmes enceintes vaccinées, 27 avaient fait une fausse couche. Bon. Ce passage-là, son interview dure 30 secondes. Il m'a fallu 1h30 pour faire une analyse critique de ce passage de 30 secondes. 1h30. Et évidemment, c'est faux. Évidemment, l'étude portait sur 270 femmes enceintes vaccinées et 28 femmes sur 270 qui font une fausse couche. C'est environ 10%, c'est-à-dire la moyenne nationale en matière de fausse couche. Rien à voir avec le vaccin, a priori. Mais on est complètement dans ce qu'on appelle le principe d'asymétrie du bullshit, pardonnez-moi l'expression,
aussi appelée la loi de Brandolini, c'est-à-dire que la quantité d'énergie nécessaire pour mettre en circulation, plutôt pour réfuter des idioties, des théories du complot, etc., est supérieure à celle nécessaire pour les produire et les mettre en circulation. Voilà. Donc on est dans ce combat-là, dans une, comment dire, dans une asymétrie complète. On court toujours après les fake news et les théories du complot. Si j'ai encore 2 minutes, pour conclure, je crois qu'il y a plusieurs idées reçues à dissiper sur le complotisme. Je crois qu'on se trompe lorsqu'on confond les raisons de l'adhésion aux théories du complot et les prétextes que se donnent les complotistes et leurs compagnons de route pour justifier leur adhésion à ces théories du complot. Les prétextes, c'est l'idée que tout ça serait lié à une allergie au mensonge, à une soif de vérité, à un refus de l'injustice, à un engagement passionné pour la liberté d'expression. C'est pas du tout ce qu'on observe. Les vraies raisons, me semble-t-il, elles sont à chercher dans un mix de motivations politico-idéologiques et économiques aussi, il ne faut pas négliger, et dans des raisons également d'ordre psychologique. Besoin d'unicité pour les uns, que les psychosociologues appellent le besoin d'unicité, le besoin de se sentir unique. Ce narcissisme consiste à dire moi je vaux mieux que les autres puisque j'ai compris comment tout ça fonctionnait. Et puis, pour d'autres, je crois que c'est des cas assez différents, la dissonance cognitive. Dissonance cognitive, cette expression inventée par Léon Festinger, et qui est que lorsque le réel vient démentir votre vision du monde, eh bien vous êtes face à l'alternative consistant soit à vous mettre à l'abri du réel, et la théorie du complot peut être un moyen de vous mettre à l'abri du réel, fuite en avant dans la fiction, ou bien d'accepter le réel, et à ce moment-là de corriger, de modifier à la marge ou de manière beaucoup plus sensible votre vision du monde. Je crois qu'on observe le contraire, parce que quand on est allergique au mensonge, on ne partage pas toute la journée des contenus mensongers ou trompeurs. Quand la vérité est quelque chose qui compte à vos yeux, eh bien, vous vous amendez si vous faites des erreurs, vous corrigez, ça nous arrive de faire des erreurs, à ce moment-là, on se corrige, on demande pardon à nos lecteurs. Quand on respecte les faits, on ne suit pas, me semble-t-il, un leader populiste qui, de son propre aveu, là pour le coup, use et abuse de ce qu'il appelle l'hyperbole véridique. C'est dans le livre de Donald Trump, The Art of the Deal, l'hyperbole véridique. Il dit, c'est peut-être pas vrai ce que je dis, mais ça sonne vrai, donc c'est ça qui est important. Quand on lutte contre l'injustice, on ne contribue pas à amplifier les messages de propagande de régimes autoritaires et parfois les pires de la planète, tortionnaires, répressifs. Quand on est pour la liberté d'expression, on n'applaudit pas non plus des dictatures qui assassinent leurs journalistes. Vous avez compris, c'est la partie un peu politique de mon propos. Et puis, dernier point, je crois qu'on se trompe lorsque on considère le complotisme simplement comme un symptôme, et un symptôme de la défiance. Que oui, il y a une corrélation entre la défiance, la crise de confiance dans les institutions démocratiques et le complotisme. Ça me paraît assez peu contestable. Le problème, c'est que le complotisme, en retour, creuse la défiance aussi. Donc, il aggrave cette crise de confiance. Et puis, par ailleurs, le complotisme, je ne crois pas que ce soit réductible uniquement à un phénomène de défiance, puisqu'on y trouve aussi beaucoup de crédulité. Je crois que ce sont les deux. La capacité à croire à des choses absolument extraordinaires est aussi très et bien présente dans le complotisme. Je crois qu'on doit penser les deux ensemble, et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Rudy. Je pense que la conclusion est effectivement très importante pour mettre en perspective les catégories. Alors, on a des possibilité d'une ou deux courtes questions après chaque intervention. Qui a une question à poser évidemment, on a le moment de discussion générale ensuite. Mais qui souhaite poser une question? Oui. Si je ne vous vois pas, manifestez-vous. Oui. Une question courte, mais j'ai l'impression que c'est quand même difficile de faire des catégories assez franches entre complotistes et non complotistes. En fait, j'ai par exemple des amis qui, sur certains thèmes, se révèlent, en tous les cas, contaminés par le complotisme. Est-ce que vous pouvez commenter là-dessus, finalement, comment est-ce qu'on peut être plus fin pour comprendre ce phénomène que opposé, on va dire?
Le mot complotisme, complotiste surtout, c'est un mot qui catégorise, donc qui ne rend pas justice, évidemment, de la diversité, de la réalité, de toutes ces nuances, etc. Lorsque nous avons mené des enquêtes d'opinion avec l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès ces dernières années, avec 3 grandes vagues d'enquêtes d'opinion, ce qu'on voyait, c'est que sur une dizaine d'énoncés complotistes, on avait des gens qui n'adhéraient à aucun, des gens qui adhéraient à 1, 2 ou 3 théories du complot. Globalement, ils avaient tous les mêmes comportements. Pas de différence notable. Que là où les comportements changeaient de manière significative, c'est à partir du moment où on avait des gens qui croyaient à 5 théories ou plus, sur les 10 qu'on leur proposait. Là, lorsqu'on croisait avec des données variables comme l'attachement à la démocratie, par exemple, ou la croyance dans la voyance, ou le spiritisme, ou le créationnisme, on avait des choses tout à fait saillantes. Donc, voilà, je ne pense pas qu'on doive stigmatiser les gens. En revanche, je pense qu'il faut les mettre face à leurs responsabilités. Croire à une théorie du complot de manière, de basse intensité, disant oui, je pense globalement, j'ai entendu dire que quand même JFK a été assassiné par un complot, c'est pas très grave, vous ne faites pas un militantisme, une cause. Je crois que la grande différence, voilà, c'est dans la disponibilité à la contradiction. Je pense que quand vous êtes fermé à la contradiction et aux arguments, lorsque c'est plus une opinion, mais une conviction très forte, très ancrée, une conviction de type religieuse, quoi, là, je pense qu'on bascule dans un phénomène de croyance qui est le complotisme et qu'on est, nous, de notre côté, légitime à vous qualifier de complotiste. Ouais. Si je peux me glisser après cette question qui avance sans doute la prochaine, et c'est assez court, mais je pense que ta conclusion le faisait. Mais puisque tu mènes cette aventure de Conspiracy Watch depuis un certain nombre d'années, et ce matin, on se posait la question de savoir pourquoi est-ce qu'on s'inquiète sur la désinformation. Pour toi, est-ce que tu peux préciser quelle est l'inquiétude principale qui, en gros, qui noue ton énergie à identifier, à enquêter sur des sources, sur des théories du complot contemporaines? J'ai une petite idée ayant lu ton livre, mais si tu peux le dire pour tout le monde, je pense que c'est intéressant. Mon inquiétude principale, celle qui nourrit effectivement cet engagement depuis le départ, c'est les effets sur notre capacité à continuer à vivre en démocratie que ces choses-là peuvent avoir si elles continuent à gagner en ampleur et en importance. Parce qu'effectivement, il y aura toujours des gens qui adhéreront à ces théories du complot. La question, c'est à quel moment ça devient dangereux pour la démocratie. Je crois que les années qui viennent de s'écouler l'ont montré, l'ont illustré. Pensons au Capitole. Le Capitole, ce sont des gens qui sont suffisamment fanatisés pour croire réellement qu'on leur a volé l'élection. Et si vous croyez vraiment qu'on vous a volé l'élection, c'est le devoir le plus sacré de tout citoyen en démocratie que de s'insurger. Le problème, c'est que ça fait 4 morts parmi les insurgés, justement. On ne meurt pas pour une cause si on n'y croit pas avec beaucoup de passion. C'est la première fois dans l'histoire américaine qu'une alternance politique se déroule de manière aussi tragique. 2 siècles, plus de 2 siècles. Donc ça devrait interroger ce qui se passe sur la capacité de la propagande d'un régime autoritaire à percer et à jouer sur nos vulnérabilités de société ouverte. On le voit très singulièrement avec le conflit russo-ukrainien. Eh bien, ça participe du même phénomène. Merci. Oui, alors, j'ai obligé de faire pouf pouf. Je n'ai pas vu qui avait levé la main pour dire. Sinon, on reviendra à monsieur. Oui, justement, pour moi, je vois un aspect similaire entre croyances religieuses, fondamentalistes, je ne parle pas des religions, et complotisme, entre guillemets. Donc, le mouton, c'est une image biblique, etc. Donc, vous pouvez expliquer quand est-ce que c'est prêt à basculer, justement. On a parlé du fameux pogrom des Juifs parce qu'il y avait des renards, c'est des renards, c'est Dreyfus, etc. Donc quand est-ce qu'à votre avis, ça va être trop tard de stopper ce phénomène? Et moi, c'est ce qui m'inquiète personnellement. Non, mais moi, je ne lis pas dans les boules de cristal, donc je ne vais pas dire à quel moment ça va être trop tard. Peut-être que je me trompe d'ailleurs, peut-être qu'on arrivera à absorber ce changement de manière tout à fait... peut-être qu'on s'inquiète trop, peut-être, j'en sais rien. Peut-être que c'est une panique morale. Je ne crois pas aujourd'hui que c'est une panique morale, le complotisme. C'est un vrai sujet et un vrai point d'inquiétude, préoccupation. Mais je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, s'il y a un point de non-retour ou pas. Ce que j'observe, c'est que la démocratie, qui est quand même plus qu'un simple régime politique ou un certain nombre de techniques, qui est aussi un état d'esprit, qui est aussi
une civilisation, je la vois menacée par cela. Et je vois les gens qui participent de cette complosphère être en désaffection avec les valeurs de la démocratie. Un thème par exemple qui revient de plus en plus fréquemment, depuis 2 ans, mais avec beaucoup d'intensité, celui de la peine de mort. On appelle de ses voeux, dans la complosphère, chez les gens qu'on observe, régulièrement, à décapiter ou pendre les responsables des campagnes de vaccination, les gouvernants, etc. Donc c'est nouveau, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas, en tout cas qui était très cantonné à des sphères particulièrement extrémistes auparavant. Merci, merci beaucoup. On reviendra tout à l'heure pour la séance générale, mais juste qu'on avance un petit peu. Merci beaucoup, Rudy. Qu'on passe à David Chavalarias, qui avait derrière une très belle animation musicale, donc je pense qu'il va nous expliquer dans un instant, qui est l'auteur, vous pourriez le consulter avec profit d'un très bel ouvrage paru, là je ne veux pas me tromper d'année, c'était plutôt dans l'année. En mars, oui. Oui, en mars. Toxic Data, qui synthétise une grande partie de ses recherches sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Mais ça, je n'anticipe pas, puisque je crois qu'on va en voir une grande partie. Et qui est également le créateur dans son institut de 2 outils intéressants, qui sont le politoscope et le climatoscope. Et voilà, qui permettent notamment de visualiser des polarisations, des blocs d'opinion et des dynamiques qui permettent d'objectiver des choses qui sinon resteraient un peu fantasmatiques. Et vous pouvez le voir également dans le documentaire La fabrique de l'ignorance, qui est passé sur Arte, repassé sur France 5 cette année. Il y a une séquence autour de l'Institut de David Chavalarias. Voilà, à toi la parole. Merci. Merci Mathias et aux organisateurs de cette conférence pour m'avoir invité. Donc je vais prendre vraiment la suite de ce qu'a dit Rudy. Je vais m'intéresser à justement comment circule cette information, comment se structurent les communautés, notamment en ligne, pour faire circuler cette information, et comment on peut aussi caractériser les différences entre des communautés, on va dire, qui développent des arguments de manière saine et honnête, et d'autres qui ont vraiment derrière un agenda de manipulation et de diffusion d'informations plutôt malhonnête, on va dire. C'est vraiment une question qu'on se pose. Donc, je vais vous présenter les travaux qu'on a fait donc, à l'Institut des systèmes complexes et dont les données viennent de ces deux grands outils d'observation, politoscope et climatoscope. Je me suis concentré ici sur le climat, on pourra après discuter et élargir, mais bon, en un quart d'heure on ne peut pas parler de tout, mais le climat est un exemple, je pense, assez classique et aussi fondamental, où on a de la désinformation au sens scientifique, avec aussi un agenda politique derrière de temps en temps. Et ce que je vais vous présenter a été fait en collaboration avec Mazia Panaï, qui travaille avec moi à l'Institut, et Victor Chomel, qui vient de terminer sa thèse. Alors, juste par rapport au climat, donc juste si on revient presque plus de 100 ans avant, on savait déjà, il y a 100 ans, enfin en tout cas il y a de fortes intuitions du fait que si on libérait tout le carbone qu'il y avait dans les sols, on allait vers la catastrophe. Et néanmoins, plus de 100 ans après, on voit circuler sur les réseaux sociaux plein de théories diverses et variées, conspirationnistes ou fausses, sur le changement climatique, comme quoi il n'y en aurait pas, ou que c'est les fameux scientifiques qui en parlent, ou qu'il y a un agenda politique derrière, qu'il n'y a pas de consensus, qu'en fait c'est la variabilité, etc. La question qu'on va se poser un petit peu, c'est comment font ce groupe de théories pour se maintenir dans l'espace public, et notamment dans l'espace public numérique. Alors, juste très rapidement, pour pouvoir interpréter les images que je vais vous montrer, là, je vais montrer beaucoup de choses qui ont été faites à partir de Twitter. On pourra discuter pourquoi Twitter après, mais en gros, c'est parce que c'est un des rares réseaux sociaux qui libère une partie de ces données. On ne sait pas encore pour combien de temps, mais jusqu'à maintenant, c'était le cas. Voilà. Et donc, sur Twitter, rappel rapide, vous avez une personne qui fait un message, elle poste un message, des personnes qui la suivent, vont recevoir ce message, et ces mêmes personnes vont pouvoir le relier à l'identique, ce message, ou à l'enrichir de commentaires, et donc vous avez des messages comme ça qui vont circuler dans le réseau. Si vous observez, comme on le fait, ce réseau d'en haut, en suivant une thématique donnée, donc par exemple là on va suivre la thématique climat, eh bien vous voyez au final sur plusieurs jours qu'il y a des groupes qui vont échanger de manière assez dense des messages entre eux, un peu moins avec d'autres gens à l'extérieur, et avec des outils mathématiques et informatiques, vous pouvez identifier des sous-groupes de gens donc qui ont cette densité de connexion entre eux.
Et on peut montrer qu'en général, donc, ces groupes de gens sont idéologiquement alignés par rapport à ce que vous observez. Donc ici, on va observer le climat. Donc quand vous faites ça à l'échelle de tous les échanges francophones et anglophones sur le climat, vous avez ce genre d'image. C'est-à-dire qu'ici, chaque point, c'est un compte Twitter. Donc derrière, il y a un individu, une institution, parfois des robots, etc. Là, je ne vais pas montrer les chemins de circulation d'information. Ensuite, donc, les couleurs, c'est les fameuses communautés qui sont identifiées. Donc, par exemple, ici, vous avez l'Australie. Là, vous avez en haut, c'est plutôt les États-Unis. La France est plus dans cette zone-là. Et on voit qu'en fait, les échanges autour de la question climatique se structurent en deux grands blocs qui sont évidemment à droite les climato-sceptiques et à gauche les partisans du consensus scientifique GIEC. Donc ça, c'était en 2019. Et ça, c'est... alors, la code couleur a un peu changé, mais c'est actuellement, on retrouve un petit peu cette... enfin, exactement, même en fait, hein, cette bipolarisation avec... Cette fois-ci, j'ai mis les climato-sceptiques en bas et les membres du consensus en haut. Les couleurs sont un petit peu différentes. Et j'ai rajouté les liens qui sont ici, sont les liens de circulation d'informations. Alors, je vous montre très rapidement comment ça s'aligne, parce que ce qui est intéressant de comprendre, c'est que tout ça, ça évolue dans le temps. Alors, deux tweets typiquement, un plutôt partisan des mesures pour le climat et l'autre climato-sceptique. À gauche, quelqu'un qui fait juste remarquer que Elon Musk a acheté pour 44 milliards de dollars Twitter, qui est à peu près ce qu'on consacre pour la lutte contre le réchauffement climatique aux États-Unis, donc c'est relativement faible. Et à droite, quelqu'un qui annonce, qui dit maintenant que le Covid est passé, vous allez voir, la nouvelle manière de contrôler les populations, ça va être de leur parler du climat. Et donc, si vous faites... donc, ce que l'on fait, c'est qu'on suit vraiment en temps réel tous les échanges sur Twitter, et là vous allez voir le graphe va s'animer, et vous voyez heure par heure, ou jour par jour, parce que là on est vraiment sur des échelles assez longues d'un an et demi, vous voyez les liens, les connexions qui se font, qui sont en fait des échanges d'informations, et ces communautés qui se structurent de manière vraiment très bipolaire, avec donc en bas les climato-sceptiques, et en haut les partisans du consensus. Donc la question, en fait, c'est comment chaque communauté arrive à se maintenir, à garder, à recruter à chaque fois des nouvelles personnes, et aussi qu'est-ce qui fait la différence entre ce qui circule en bas, chez les climato-sceptiques, et ce qui circule en haut. Parce que notamment, une des traits du complotiste, c'est de dire « n'allez pas voir en face, parce qu'en fait, ils vous mentent ». Et c'est aussi ce qui fait aussi une des limites du fact-checking, c'est-à-dire que quand vous fact-checkez, les gens pourraient vous dire « mais qui êtes-vous pour fact-checker? Moi, j'ai ma propre vérité, regardez, j'ai mes sources, etc. » Donc, une des choses qu'on essaye de faire, c'est voir si on peut trouver des critères structuraux qui permettent de distinguer ce qui circule en haut et ce qui circule en bas. Donc, alors juste rapidement, vu qu'on a vu que ça a évolué, hein, là vous avez par exemple l'évolution sur un an et demi des différentes communautés climat. Donc chaque barre ici, par exemple ici, ça c'est les gens d'une communauté, et ça c'est mois après mois, en fait le nombre de personnes dans cette communauté. Et juste ça c'est pour mettre en perspective par rapport aux autres choses qui se passent. Ce que l'on voit ici, c'est que pendant les primaires américaines, on a beaucoup discuté du climat. Dès que en fait, Bernie Sanders a perdu, les autres démocrates ont trouvé moins utile de parler du climat. Donc ça, vous voyez, il y a une baisse de volume général de ces tubes. Et quand il y a eu le coronavirus, là, l'attention a shifté vers la pandémie. Et là, vous voyez, les fils sont beaucoup plus ténus, c'est-à-dire qu'il y a moins de monde qui ont débattu en ligne sur le climat parce qu'on était tous sur coronavirus. Donc juste pour avoir un peu cette idée en tête aussi qu'il y a l'attention relativement limitée en ligne et qu'il y a des gens qui vont circuler d'un endroit à l'autre. En tout cas, revenons à notre idée. Alors si on fait un zoom, alors cette carte ici par exemple, si je la commente, donc en haut vous avez donc les pro-consensus GIEC, alors qui sont organisés en communauté, donc ici vous avez les démocrates américains, etc. Là vous avez la France, donc ça c'est les gens en France qui parlent du climat et des rapports du GIEC. C'est qui principalement? Par exemple, il y a Valérie Masson-Delmotte qui est coordinatrice à GIEC qui est dedans, et puis il va y avoir le Monde, le journal Le Monde version écologie et sciences, etc. On va zoomer dedans. Et en fait, l'autre bout de France qui parle du climat, ils sont ici. Ici, la French, c'est un autre bout, et qui, eux, vont se raccrocher en fait, à la sphère, et qui est en fait la sphère un peu complotiste côté anglo-saxon. Donc si je fais un zoom sur les Français, on a cette structure-là.
avec donc à gauche, vous voyez, il y a Greenpeace, Planète, Le Monde, donc Valérie Masson-Delmotte dont on a parlé. À droite, tout à droite, c'est les climato-sceptiques politiques. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ces climato-sceptiques politiques à droite, dans cette image comme dans celle-là, ici, hein, c'est assez récent. C'est-à-dire qu'ils ont toujours un peu existé, mais il y a depuis en fait, cet été une recrudescence. Je peux vous montrer là sur ici, par exemple. Voilà. Ici, vous voyez, ça c'est l'évolution, donc jour après jour, alors je ne détaille pas les couleurs, mais en gros c'est des volumes et différentes choses, hein. Donc jour après jour du nombre de tweets des climato-sceptiques dans le temps depuis 2021, donc vous voyez, il y a quelques pics, mais il n'y a pas de grand chose. Et là, à partir d'ici, à partir de juillet dernier, il y a eu toute une suractivité de climato-sceptiques en France, et je regardais ça justement parce que Valérie Masson-Delmotte on avait échangé, elle m'avait dit, je vois une recrudescence, est-ce que vous le voyez aussi dans vos données? Donc effectivement, ça se structure. Et ça se structure notamment sur la même argument que l'on avait là, qui sont les arguments en fait anglo-saxons, qui vous disent, maintenant on va contrôler les populations avec le climat, et plus seulement avec le Covid, puisque le Covid c'est presque fini. Du pass sanitaire au pass climatique. Voilà, et donc on a vraiment une récupération dans toute la sphère, notamment extrême droite, et puis la sphère aussi anti-vax, de ces nouvelles thèses. Et donc le climato-scepticisme risque de devenir un nouveau front assez intense en France de ça. Alors, j'en reviens donc à mon exposé. Donc la France, vous posez ces deux pôles. Entre les deux, vous avez ici plutôt le gouvernement et puis les médias traditionnels donc, qui vont relayer l'information sur le GIEC, etc. Et puis là, vous avez une petite communauté aussi qui sont plutôt pour les appeler des solutionnistes technologiques, c'est-à-dire qu'ils voient toutes les réflexions sur les problèmes climatiques comme un danger pour la technologie, notamment pour le fait qu'on va devoir réduire, moins consommer, ou une opportunité pour promouvoir le nucléaire. Donc il y a tout un ensemble de gens qui sont dans ce genre de communauté. Alors maintenant, la question c'est comment se structurent ces communautés. Donc là, je vais revenir plutôt au niveau international. Alors je finis juste par la France, c'est pour vous donner des exemples en fait, d'arguments. Hein. Donc côté consensus, on publie des résultats du GIEC, etc. Le texte solutionniste en ce moment, c'est plutôt de dire, regardez, l'Allemagne s'oppose au nucléaire, elle a redémarré ses centrales à charbon, en fait, on a fait des erreurs, il faut retourner sur le nucléaire, mais enfin, il y a toute une diversité d'arguments. Sur côté médias et Move, il y a pas mal de choses, notamment les choses du GIEC, mais côté sceptique, vous voyez, on retrouve, là j'ai mis les messages qui ont été le plus relayés, qui ont provoqué le plus de nouvelles adhésions à ces communautés-là. C'est-à-dire que quand ils ont été publiés, ils ont provoqué le plus grand flot entrant dans ces communautés-là. Et donc, côté sceptique, c'est le message qui dit, bon, maintenant que le Covid est passé, on va maintenant utiliser le climat. Donc, et un des comptes qui est complètement central dans le climato-scepticisme maintenant, et on peut l'avoir aussi ici, je vais vous le montrer là, ça c'est l'évolution, le même film, mais en France, là maintenant depuis cette année, ça c'est sur 2022. Vous voyez là, au début de l'année 2022, c'était les Verts qui étaient très actifs, donc en gros on relaie l'information sur le climat, c'est les activistes climatiques. Il y avait un petit peu de marron là côté reconquête, mais pas plus que ça. Et puis au bout d'un moment, on va avoir ce compte-là, qui est un compte en fait qui fait la connexion avec les complotistes et climato-sceptiques anglo-saxons, qui va arriver et qui va créer en fait toute une bulle autour de ce narratif. Voilà, c'est LPC ici qu'on voit ici au milieu, qui va. Alors c'est pas que, il n'y a pas que lui, hein, mais il y a tout un narratif qui va s'organiser autour de ça. Alors. Donc maintenant, en quelques mots, les différentes structures, peut-être 5 minutes, ça va 5 minutes, ça va, c'est parfait. Bien sûr, pas de problème. Donc, quelles sont les différences structurelles donc, entre les communautés climato-sceptiques et les communautés, en gros, qui défendent la vision du GIEC? Alors la première, et ça c'est assez classique, c'est que les climato-sceptiques sont en général des comptes assez radicaux, très très militants, mais minoritaires. Et donc, ils vont compenser leur caractère minoritaire par une suractivité en ligne, et une surprésence. Ici, vous voyez le noyau, le cœur, en gros, des deux camps, et on a filtré ceux qui étaient là tout le temps. Et parmi ceux qui étaient là tout le temps, vous voyez qu'à droite, donc ça c'est les climato-sceptiques, ils forment un réseau très très dense, alors qu'à gauche, c'est beaucoup moins dense,
bien qu'à gauche, les pro-climat ou partisans du consensus soient plus nombreux. Donc vous avez en gros un noyau très dense côté climato-sceptique qui milite dans le temps et avec une très forte activité pour promouvoir leurs idées. L'autre chose, c'est qu'on a des comportements inorganiques dans la diffusion des récits. Donc, par exemple, il y a un des grands récits côté climato-sceptique, c'est de dire le CO2, en fait, c'est très bon pour les plantes, elles se nourrissent de CO2, donc plus il y a de CO2, mieux la Terre ira bien. Et donc, si vous regardez en haut, c'est le rythme de publication sur ces thèmes-là, jour par jour, des climato-sceptiques. En bas, c'est du camp d'en face. Bon, il y a eu une petite polémique au début, mais là, vous voyez une structure en forme de peigne assez caractéristique. C'est-à-dire, à un moment donné, on s'est dit, on va essayer de pousser ce récit-là, et donc tous les lundis, on va aller envoyer nos robots et nos militants pousser ce sujet-là. Et donc, il y a une espèce de régularité comme ça, et après, sont passés à un autre argument. L'autre truc qui est assez intéressant, c'est qu'on peut regarder qu'est-ce que les gens dans ces communautés disent. Et donc, par rapport au climat, il y a plusieurs thèmes. Il y a le fait que la mer monte, donc sea level, il y a le fait qu'il y a des bushfires, donc les incendies dus à la sécheresse, il y a le fait que la glace fonde, donc c'est le thème melting, il y a les thèmes gaz à effet de serre. Et en fait, on peut se demander, pour chacun de ces thèmes, en fait, si je prends les thèmes deux par deux, combien il y a de gens qui mentionnent ces deux thèmes, donc dans différents tweets, une fois, ou qui les mentionnent au moins 2 fois, au moins 5 fois, etc. Donc ça, c'est ces courbes-là. Donc ici, à gauche, c'est le côté pro-climat, c'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui mentionnerait 25 fois à la fois la montée des eaux et les gaz à effet de serre, en gros, c'est qu'il est très expert sur les deux, et il n'y en a pas beaucoup. Et donc, pour chacun des thèmes, vous les prenez deux par deux, vous voyez que des multi-experts dans côté pro-climat, il y en a peu, parce qu'en fait, les scientifiques et les militants côté GIEC, en fait, ils s'expriment quand il y a une actualité qui tombe dans le domaine de leur expertise. Alors qu'à droite, dans la communauté climato-sceptique, ça remonte, c'est-à-dire qu'il y a un cœur, il y a un gros recoupement avec le cœur suractif, il y a un cœur d'espèces de multi-experts, des gens qui s'expriment sur tous les sujets. Alors évidemment, ils ne peuvent pas être multi-experts, et en fait, quand on regarde, souvent c'est faux, et en plus, même, ça peut se contredire. Ils peuvent dire, il n'y a pas de réchauffement climatique, plus tard il y en a, mais c'est pas l'homme, après c'est l'homme, mais c'est bien, etc. Et donc, ça, c'est une structure vraiment de diffusion d'informations qui est caractéristique du climat. Enfin, on peut aussi voir qu'il y a plus de robots, donc ça, on a regardé rapidement, mais d'autres l'ont fait, côté climato-sceptique que côté théorie du GIEC. Donc là, ça renforce aussi l'idée de comportement inorganique. Et donc, juste pour conclure, si on veut regarder juste cet aspect de structure entre les différents types de communautés et comment il peut y avoir des signatures de diffusion, de circulation d'informations qui seraient inauthentiques ou malhonnêtes, ce que l'on voit, c'est que donc il y a côté climato-sceptique, on voit plus de signatures de comportement inauthentiques. On a une suractivité, et notamment astroturfing, c'est-à-dire création de faux comptes, pour recruter en permanence de nouveaux partisans, essayer d'encercler certaines personnes pour les convaincre. Et puis, donc, on se maintient notamment parce qu'on est dans un environnement mondialisé, notamment, par exemple, cette thèse-là qui est partie du monde anglo-saxon et qui maintenant arrive en France sur, maintenant, le prochain technique de manipulation d'information et des populations, c'est le climat. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. On voit que c'est un travail d'équipe aussi derrière, des doctorants. Merci. Qui a... Ouais, alors je vais aller là-haut et je vais revenir ici après. C'est le graphique, ça remonte chez les... Qu'est-ce qui se passe au moment où ça remonte? En fait, c'est parce qu'il y a une superposition entre une courbe authentique et une courbe authentique. Mais pourquoi ça démarre à ce moment-là? Non, c'est pas une chronologie. Non, c'est le nom. Ouais, en fait, c'est le nom. C'est pas une chronologie, C'est pas une chronologie, c'est un nom. Pardon. C'est le nom de votre nom. Oui, je vois ça. Merci beaucoup pour votre intervention. J'aurais voulu vous préciser un peu plus le fonctionnement des robots, parce que ça a été tout un débat d'ailleurs quand on rachète Twitter sur le nombre de faux comptes et de robots. Comment ça fonctionne, qui les utilise et quel impact ça a sur la diffusion des informations? Alors, le rôle des robots, en gros, c'est d'amplifier une information, donc de la relayer plus que ce qu'elle ne le serait par des vrais humains, et de créer l'impression d'une adhésion d'une foule à une cause. Donc c'est ça, c'est la définition de l'astroturfing.
Alors ils vont être utilisés pour ces causes-là, pour ces raisons précises. Donc soit ils sont déployés par des acteurs qui en ont les moyens, qui ont des armées de robots, et donc si vous voulez, l'avantage c'est que à un moment donné, vous pouvez appuyer sur un bouton et puis pendant 2 jours ou 2 heures, vous allez avoir une suractivité avec ce type d'arguments qui vont circuler. Soit vous pouvez tout simplement acheter soit des faux comptes, soit des robots, donc des faux comptes, des vraies personnes qui vont tweeter ce que vous allez leur dire, soit des robots. Et donc il y a un petit peu une course à l'armement, qui va peut-être s'arrêter d'ailleurs sur Twitter avec Musk, mais où sur Twitter et sur Facebook et sur d'autres réseaux, ils essayent de détecter les comptes inauthentiques pour les supprimer, justement pour laisser la place aux humains. Mais ce qu'on peut craindre, c'est que ils se perfectionnent de plus en plus, ça c'est un peu long à détailler, mais ils se perfectionnent de plus en plus, notamment grâce à des outils d'intelligence artificielle, dont on va peut-être parler Jean-Gabriel Ganassia, et ça peut vraiment poser des problèmes sur le débat public, c'est-à-dire qu'à la fin, on ne sait plus avec qui on débat. Merci. Il y a une deuxième question, peut-être juste avant de passer le micro, j'en profite pour inviter au public. David Chavalarias a signé une tribune cette semaine ou la semaine dernière dans Libération sur Twitter, dont on parle beaucoup dans l'actualité en ce moment, en raison de la crise que ce réseau traverse, sur ce que font certains en disant que c'est un espace public, alors qu'en fait, il faudrait mieux en parler de conditions d'utilisation. Enfin, en tout cas, je ne vais pas résumer cette tribune, mais vous pouvez la retrouver et elle est en lien avec le sujet dont on parlait. Alors, il y avait une deuxième question ici. Je voulais savoir, est-ce que vos analyses permettent de mettre en évidence les lobbies pétroliers dans le camp des climato-sceptiques? Alors, bonne question. Alors, on peut voir qu'il y a des communautés qui sont en gros spécialisées sur des thèmes du genre on va essayer de défendre le charbon, ou on va défendre le nucléaire, on va défendre les énergies fossiles. On sait qu'il y a certains comptes Twitter qui sont très actifs et dont on sait qu'ils sont financés par les lobbies et l'industrie fossile, notamment le Heartland Institute, qui se localise en fait dans ces communautés-là. Après, c'est difficile, et c'est un travail d'enquête qui est un peu différent du travail de chercheurs, d'aller prouver qu'à côté de ces comptes-là, dont on sait notoirement qu'ils sont plutôt du côté de l'industrie fossile, et donc certainement payés, et notoirement en fait payés pour faire ça, il y a tous les autres comptes qu'on voit dans cette même communauté qui seraient du même ordre. Et donc, un des enjeux côté recherche, c'est même essayer d'estimer la proportion de gens qui se font attraper et la proportion de gens qui sont juste payés pour faire ça. Mais merci beaucoup. Je pense qu'on va revenir dans la séance plus générale. Juste faire un point, on est parfaitement à l'heure pour cette table. On a pris un quart d'heure de décalage, mais qui est lié au mot d'accueil qui nous a été fait au départ. Et je voudrais remercier les conférenciers d'avoir jusque-là bien tenu les délais pour leurs interventions. Alors, on a maintenant le plaisir d'entendre Jean-Gabriel Ganassia, informaticien, philosophe, professeur à Paris-Sorbonne. Alors, je ne vais pas mentionner tous ses titres, mais il a été président du COMEX, du comité d'éthique du CNRS jusqu'à l'an dernier, et il est l'auteur d'un essai récent, parmi de nombreux livres, sur les servitudes virtuelles. Alors, je ne sais pas, Jean-Gabriel, si on va développer ce point-là, mais en tout cas, on va parler des foules aux réseaux sociaux. Alors, merci de me donner la parole. Merci aux organisateurs de ce colloque de m'avoir... Ah, parce qu'il faut le micro plus. Oui, d'accord. Donc, je renouvelle mes remerciements aux organisateurs du colloque donc, de m'avoir invité à cette table ronde sur les circuits de désinformation, mais je ne suis pas certain d'être compétent pour cela. Donc je vous laisse juger, on en parlera après. Pour tout dire, et au risque de m'attirer les foudres justement de ces organisateurs, le concept même de fabrique de l'opinion m'apparaît délicat, car il porte en lui-même une forme d'implicite. Tout se passerait comme s'il y avait une machinerie, une forme d'usine, qui était mise en œuvre pour orienter l'opinion dans tel ou tel sens. Or, j'ai l'impression que c'est justement là la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Y a-t-il l'équivalent d'un processus industriel mis en œuvre intentionnellement pour construire une opinion collective à dessein? Alors, pour clarifier, je voudrais nous ramener au début du XXe siècle avec des intellectuels américains, et en particulier avec
une personnalité qui a joué un rôle extrêmement important, Walter Lippmann, qui a théorisé ce qu'il appelait la fabrique du consentement. En anglais, j'insiste sur le terme, parce que c'est manufacture of consent. C'est vraiment une usine. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à l'aide d'un concept qui est le concept de stéréotype social, c'est-à-dire d'une image qui est ancrée dans un imaginaire collectif et qui va nous faire réagir d'une certaine façon. Donc, son idée, c'est d'essayer de fabriquer ces stéréotypes et de les ancrer dans l'imaginaire du grand nombre. Pour reprendre le titre d'un de ses ouvrages qui a été publié très tôt, en 1922, qui s'appelle « L'opinion publique », il s'agit de forger effectivement cette opinion. Et la question, bien sûr, c'est est-ce que c'est ce que nous avons aujourd'hui? Donc, selon lui, il devrait être possible de fabriquer ces stéréotypes et de les ancrer, de les insérer dans les imaginaires collectifs en les diffusant. Autrement dit, de faire ce qu'on a appelé de la propagande. Et à l'époque, c'était quelque chose de relativement récent. Et une telle manipulation de l'opinion révélerait, toujours pour Walter Lippmann, se révélerait plutôt nécessaire dans une société de masse. C'est-à-dire que c'était l'idée qu'on avait de nouvelles formes de société et que si on voulait les piloter, il fallait les gouverner de cette façon-là. Et j'ai l'impression qu'on est dans un monde très différent. Alors, je voudrais citer une deuxième personnalité qui s'est inspirée de Lippmann, toujours au début du XXe siècle, un intellectuel américain qui s'appelait Edward Bernays. Alors peut-être vous le savez, c'était le neveu à double titre de Sigmund Freud, à la fois par son père et par sa mère. Et cette double parenté n'est pas du tout anodine ici. Il a théorisé la propagande politique et économique en s'inspirant des travaux de Walter Lippmann et en réfléchissant à la façon dont il est possible de construire des images inconscientes. Vous voyez bien le rapport dans l'esprit collectif. Et ça l'a conduit, entre autres, à lancer une agence de relations publiques où il a été à l'origine de beaucoup de choses, à la fois la communication politique, mais aussi du point de vue commercial, par exemple. Il a mis en œuvre des campagnes de publicité pour inciter à fumer des cigarettes Lucky Strike, ce qui a visiblement bien marché. Donc il va sans dire que ces méthodes destinées à construire l'opinion publique et à théoriser la propagande politique et la publicité apparaissent moralement répréhensibles. Du moins aujourd'hui. Mais il faudrait bien sûr conserver en tête qu'à l'époque, beaucoup trouvaient non seulement cela utile, mais d'une certaine façon, comme je l'ai dit tout au début, indispensable dans une société de masse pour éviter des débordements de tous ordres et des errements collectifs. Et je crois que c'est important de bien comprendre cela. C'est que pour eux, c'était une façon de gouverner qui était essentielle, sinon on risquait des périls très grands. Alors le contexte a changé. Et ce dont je vais parler aujourd'hui, justement, c'est pas tout à fait de la même chose. En effet, avec les réseaux sociaux, on assiste à des phénomènes nouveaux, très différents de ceux qui se produisent au début du XXe siècle. Il n'y a plus, du moins c'est la thèse que je défends, de techniques destinées à orienter l'opinion dans telle ou telle direction précise. Je vais essayer de m'expliquer tout à l'heure, parce que vous allez être surpris. Les théories de la manipulation apparaissent d'une certaine façon un peu obsolètes, quand bien même il subsisterait des volontés de manipulation. Il ne s'agit pas du tout de nier l'existence de ces volontés. Alors sans doute, on a beaucoup de groupes de pression de tous ordres, qui sont industriels, politiques, religieux, qui instrumentalisent les outils de diffusion de l'information, les réseaux sociaux, on l'a vu tout de suite, et c'est assez évident, les instrumentalisent pour arriver à leur fin. Et c'est d'autant plus facile, c'est ce qu'a rappelé Rudy tout à l'heure, que ces outils sont à la disposition de tous. Il n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui de créer de l'information, de la diffuser à un public large. En d'autres termes, ce qui disparaît à mon sens, c'est une volonté centralisée de quelques élites de manipuler l'opinion. En effet, au début du XXe siècle, je crois qu'il faut se souvenir du contexte de l'époque, seule la possession de médias de masse très coûteux, par exemple la presse, la radio,
puis plus tard la télévision, permettaient de diffuser largement l'information. On conçoit dès lors que les théoriciens de la propagande comme Lippmann ou Bernays s'adressaient à des partis politiques ou à des entreprises suffisamment puissants d'un côté et argentés de l'autre pour être susceptibles de mobiliser les médias de masse. Aujourd'hui, il en va tout autrement. N'importe qui peut, j'allais dire de sa cuisine, diffuser des messages qu'il souhaite sur les réseaux sociaux. Et il est encouragé par les réseaux sociaux eux-mêmes qui visent, pour des raisons économiques, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, à favoriser la circulation d'informations. Et je crois que c'est bien ça, la réalité actuelle. Nous devons absolument avoir en tête ce changement de contexte pour appréhender la réalité contemporaine de ces phénomènes de circulation d'informations. Je voudrais très rapidement, mais je n'ai pas beaucoup de temps, rappeler une histoire dans le cadre du comité d'éthique du CNRS. Michel s'en souvient. Nous avions fait paraître en 2018 un rapport sur la responsabilité des scientifiques à l'heure de la post-vérité. Au moment où le rapport est sorti, je me suis rendu compte qu'il y avait un rapport de la division Connect de la Commission européenne sur la désinformation. Donc je me suis précipité sur le rapport, que j'ai lu avec grand intérêt, et j'ai trouvé qu'il était très technologique. Ce qui est bizarre, parce que moi-même, je suis ingénieur. Alors pourquoi j'ai trouvé que c'était technologique ? Parce qu'il était un peu technosolutionniste. Il dit, oh, c'est simple, hein, on va régler ces problèmes de fake news avec un projet européen qui va nous aider à identifier les fake news. Et puis, j'ai lu tout à la fin la liste des contributeurs, et là, j'ai vu des industriels européens que vous connaissez tous. Google, Facebook, Twitter. Ils sont pas très... Si, ils ont des bureaux en Europe, quand vous demandez. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ils étaient invités là, et ils ont contribué à détourner les choses. Ils ont enlevé le terme fake news qui avait été donné au départ pour l'appeler la désinformation, et puis ils ont expliqué qu'eux-mêmes étaient capables de résoudre ça. Et heureusement, comme ça arrive parfois, il y a eu deux justes, c'est-à-dire deux personnes qui n'ont pas signé le rapport. Alors ces deux justes, ils ont dit, mais ces personnes qui étaient là, ce groupe d'experts, a fait l'impasse sur la principale cause de la désinformation, c'est le modèle économique sur lequel reposent ces grands acteurs de l'Internet. Donc ce qui importe ici, c'est d'essayer de comprendre la nature de ces médias nouveaux que sont les réseaux sociaux et le type de transformation de l'opinion auquel ils conduisent. Dit autrement, à la différence des médias de masse qui se mettaient au service d'intérêts variés pour mobiliser l'ensemble de la société, pour l'orienter dans une direction unique, pour en faire une espèce de bloc monolithique, dans le cas des médias sociaux actuels, nous avons affaire à des mécanismes inverses qui tendent à fragmenter la société en différents groupes animés de sentiments variés et incompatibles. Ce que David a présenté tout à l'heure me semble tout à fait éclairant de ce point de vue. Donc la thèse que je vais essayer de défendre ici, et je veux bien la discuter parce qu'elle est un peu nouvelle, en tout cas pour moi, c'est que l'hypothèse en tout cas, c'est je me demande si le comportement des individus sur les réseaux sociaux ne s'apparente pas au comportement des foules tel qu'il avait été théorisé dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, entre autres par des penseurs comme Gabriel Tarde, Gustave Le Bon et puis plus tard Sigmund Freud. Alors rappelons que pour ces penseurs, il y a une différence entre le comportement de l'homme isolé, susceptible d'une analyse rationnelle, et celui de l'homme pris dans la foule qui ne s'appartient plus, et qui se livre soudain à des débordements collectifs auxquels il se serait refusé s'il avait été seul. Nous avons le sentiment qu'il en va un peu identiquement avec les réseaux sociaux, où les réponses hâtives et les prises de position radicales ne correspondent pas tout à fait à celles d'une personne que nous aurions en face de nous. Alors pour cette analyse, je crois utile de reprendre quelques-uns des concepts tirés de la lecture de la psychologie des foules de Gustave Le Bon ou de l'ouvrage de Sigmund Freud, la psychologie des foules et l'analyse du moi, qui s'inspire d'ailleurs en grande partie de l'ouvrage de Gustave Le Bon. Alors répétons, ces auteurs distinguent, je l'ai dit, l'homme dans la foule de l'homme isolé. Et cette distinction repose sur trois idées. Le comportement de la foule diffère de celui de l'homme isolé, premier point. Deuxième point, les sentiments et le raisonnement de l'homme dans la foule ne sont pas les mêmes que ceux de l'homme isolé. Et puis enfin, il y a un personnage extrêmement important qui joue un rôle central dans les foules, c'est le personnage du meneur, qui va user d'un certain nombre de caractéristiques. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ces trois points très brièvement pour essayer de caractériser. Alors, le comportement de la foule. D'après Gustave Le Bon, il y a trois caractéristiques propres à la foule
qui, d'après moi, se retrouvent sur les réseaux sociaux. La première de ces caractéristiques, c'est le sentiment de puissance et d'invincibilité qui lui permet de céder à ses instincts, fussent-ils primitifs. Alors je ne crois pas nécessaire d'insister sur ce point, mais il m'apparaît clair que l'individu qui poste des messages sur Twitter a souvent ce sentiment, et ce d'autant plus qu'il se masque derrière un pseudonyme, et qu'il échange avec une communauté d'individus qui, pour beaucoup, partagent son point de vue. On l'a vu tout à l'heure. Le deuxième tient à la contagion mentale des idées exprimées dans la foule qui se diffusent et sont spontanément appropriées par les membres de cette foule. Cette contagion est facilitée, toujours selon Le Bon, par le caractère quasiment hypnotique dans lequel se trouvent les individus dans la foule. Ce qui explique d'ailleurs qu'ils sacrifient si volontiers leurs intérêts individuels à une cause commune, en oubliant quels sont leurs objectifs. Enfin, troisième point, on va revenir là-dessus, l'homme dans la foule manifeste des caractères spéciaux, différents de celui de l'homme isolé, et en particulier ce que Le Bon appelle une suggestibilité. On va revenir là-dessus parce que ça me semble extrêmement important. Suggestibilité qui lui permet d'adopter des évolutions variées sans résistance. Cette suggestibilité facilite la contagion mentale dont nous venons de parler. Alors, on ne va pas épiloguer ici pour constater ce que nous retrouvons, ces deux derniers phénomènes de contagion et de suggestibilité sur les réseaux sociaux. On pourrait le faire, mais c'est un peu long. Mais ce que je voudrais maintenant, c'est en venir au caractère de l'homme de la foule. Alors, d'après Le Bon, il y a trois types de sentiments. D'une part, le fait que dans la foule, l'homme se caractérise par une forme d'impulsivité, c'est-à-dire de promptitude à la réaction. Deuxième chose, il a une forme de mobilité, il est capable de changer extrêmement rapidement d'opinion. Je ne sais pas, ça doit vous évoquer quelque chose de ça. Et enfin, la troisième chose, c'est son irritabilité. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. C'est la propension aux réactions coléreuses. À revenir, parce que vous allez voir pourquoi c'est important. À ces sentiments, on doit ajouter donc la suggestibilité dont j'ai parlé tout à l'heure et la crédulité de l'homme de la foule qui adhère sans discussion à toutes sortes de légendes. Enfin, le troisième point tient à l'exagération à laquelle l'homme de la foule cède et au simplisme de ses arguments, ce que l'on constate avec évidence sur les réseaux sociaux. Le quatrième caractéristique, alors je les énumère, il faudrait bien sûr qu'on prenne plus de temps, mais c'est... Le quatrième caractéristique, c'est l'intolérance dont il fait preuve et l'autoritarisme auquel il cède volontiers. Enfin, Le Bon souligne l'importance de l'imaginaire qui prend le pas sur le raisonnement dans l'homme de la foule. Alors, dernier point, le meneur. Tant Freud que Le Bon soulignent son importance. Il apparaît central pour l'homme de la foule. Et alors, nous retrouvons aujourd'hui, avec les figures, ce qu'on appelle les influenceurs, quelque chose qui est analogue à cette notion de meneur. Ce sont des personnalités dotées de prestige qui exercent une sorte de fascination. Elles inspirent le respect du fait de leurs exploits passés ou éventuellement imaginaires, qui sont totalement construits, et éventuellement elles peuvent inspirer la crainte. Alors ce qui apparaît frappant ici et intéressant pour nous, c'est que Le Bon essaye de décrire les moyens mobilisés par les meneurs pour maintenir leur emprise sur la foule que l'on constate comme étant opératoire pour les influenceurs d'aujourd'hui. Alors je vais les résumer en 3 points rapidement là encore. L'affirmation, premier point. Les meneurs s'expriment avec des messages fermes, catégoriques, aucun doute n'est permis. Deuxième chose, la répétition. Le même message doit être repris un nombre indéfini de fois. On le voit. Et puis troisième chose, la contagion. Il faut que la formulation simple et catégorique puisse être reprise par d'autres, désirés d'imiter les meneurs, le prestige joue un rôle important, et de se transmettre comme par contagion. Alors j'en arrive maintenant à la stratégie des réseaux sociaux. Donc pour conclure, je voudrais de nouveau insister sur ce dont j'avais parlé au début de ma présentation. Il n'y a pas, à proprement parler aujourd'hui, de fabrique de l'opinion comme il y avait au cours du XXe siècle. Cela tient à ce que la centralisation des médias de masse, qui donnait un privilège à une caste d'hommes puissants, a disparu puisque tout le monde peut diffuser à loisir des messages sur le réseau. De nombreux groupes instrumentalisent les réseaux sociaux pour construire des communautés. Il y a cette idée de fragmentation, je crois, qui est importante. Mais ce qui importe, et c'est là où les concepts que j'ai déployés ici me semblent opératoires, c'est que la stratégie des réseaux sociaux elle-même va se construire sur eux. Alors,
soulignant que les réseaux sociaux sont agnostiques, en cela qu'ils ne proposent aucun contenu en particulier. Mais ce qu'ils aspirent, c'est prendre des parts de marché et accroître leur empire en augmentant le flux de messages, de façon à récupérer de plus de publicité. Et pour cela, ils vont instrumentaliser, c'est ça qui est important, les ressorts que nous venons d'évoquer et qui caractérisent la psychologie des foules. Alors je vais en énumérer quelques-uns. En particulier, ils vont privilégier l'impulsivité, c'est-à-dire les réactions instantanées, et surtout l'irritabilité. Et sur ce dernier point, vous vous souvenez de cette fameuse lanceuse d'alerte, Frances Haugen, ancienne employée de Facebook, qui a expliqué que le réseau social donnait un score au message en fonction de ce qui était susceptible de provoquer la colère. Deuxième point, ils encouragent la contagion avec différents mécanismes comme les likes ou les retweets, ou toutes les techniques de diffusion de messages. Troisième point, et là, je crois que c'est là où vraiment l'intelligence artificielle joue un rôle le plus important, c'est la notion de suggestibilité. Les choses aujourd'hui, justement, changent totalement. À l'époque, on avait des théoriciens comme Lippmann qui se demandaient quel message faire passer pour l'ensemble de la population, parce qu'il s'agissait d'un message pour tout le monde. Là, c'est totalement différent. On a énormément de messages qui sont diffusés, et le but, c'est, pour chaque message, de trouver la population à laquelle il va être sensible. Et pour ça, on utilise les techniques d'intelligence artificielle qui font ce qu'on appelle du profilage et qui vont, bien sûr, correspondre à cette notion de recommandation. Et ça, je crois que c'est vraiment la transformation majeure qu'il y a aujourd'hui avec les modes de communication anciens. Enfin, ces réseaux encouragent les influenceurs, c'est-à-dire les personnalités qui ont un grand écho. Bref, pour terminer, puisque je vois que Mathias s'inquiète, je crois qu'on voit ici comment les mécanismes mis à jour par les théoriciens de la psychologie des foules à la fin du 19e et au début du 20e apparaissent pertinents aujourd'hui pour caractériser les attitudes des individus en ligne, mais qui plus est, et c'est ce sur quoi je voudrais construire, ces mécanismes sont instrumentalisés par les possesseurs des réseaux sociaux pour accroître leur empire et leur emprise. Merci. Merci. Qui a une question? Oui, je suis revenu. Ou peut-être Antoine, et puis vous, monsieur, comme vous aviez posé une question. Oui. Ouais. Bon, on a évoqué ce matin Lebon et Vernet, qui sont... ça marche? Oui, ça marche bien. Oui, on a évoqué ce matin Lebon et Vernet, qui sont très complémentaires. Et cette figure, évidemment, du leader, Goebbels, par exemple, ou Mussolini, ont reconnu dans Lebon et dans Vernet des modèles, des maîtres en matière de méthode. Donc c'est tout à fait exact. Vous avez raison de souligner la fragmentation. Et ce principe de la fragmentation conduit à des communautés virtuelles dans lesquelles ces lois s'expriment. Mais ce que j'ai vu, puisqu'il faut parler un petit peu à tout le monde, c'est que quand on regardait les graphes qui ont été présentés tout à l'heure, on voyait qu'il y avait des liaisons entre des groupes virtuels qui semblent antagonistes. Et ces liaisons entre ces groupes virtuels qui semblent antagonistes amènent à se poser des questions justement sur la fragmentation de la pensée qui est véhiculée. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas d'unité. Il y a des ensembles à bord flou avec des unités, je dirais, de pensée, mais qui sont fragmentées. Donc on a un petit bout à un endroit, un petit bout à un autre. C'est ce qu'on voit dans les graphes que vous avez présentés tout à l'heure. Et donc la question que je me pose, c'est quand on fait cette analyse, d'abord quantitative de l'opinion, puisque c'est ce qui nous intéresse, il peut y avoir une fabrique avec une machine célibataire, une fabrique qui n'est pas nécessairement une machine avec un Deus ex machina. Il peut y avoir une machine autonome, un robot autonome, en quelque sorte. Donc on a, j'ai le sentiment que c'est construit un robot autonome qui peut être bien décrit par les théories de Lebon et de Vernet, mais que c'est devenu une machine célibataire. Voilà, donc c'est un commentaire sur les machines célibataires sur lesquelles j'aimerais éventuellement avoir votre avis. Alors, d'abord, j'aimerais répondre sur la machine célibataire, parce que
C'est-à-dire, j'ai un grand lecteur, et j'ai le souvenir aussi de l'exposition, il y a très longtemps, sur les machines célibataires. Alors, est-ce que c'est une machine célibataire? Certainement, c'est une grande machine qui s'est mise en œuvre avec les réseaux sociaux. Mais, en même temps, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de... Justement, quand c'était Goebbels et Mussolini, il y avait l'idée d'utiliser les médias de masse pour essayer de rassembler l'ensemble de la communauté. Tandis qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que cela échappe totalement. Et les réseaux sociaux ont un rôle beaucoup plus pernicieux là-dessus, en sens où ils n'ont aucune orientation, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont agnostiques, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre position. En revanche, ce qui les intéresse, c'est vraiment une finalité complètement différente, qui est simplement d'essayer d'amplifier la diffusion d'informations, et ça conduit effectivement à cette fragmentation. Alors attention, parce que dans les graphes que présente David, c'est des graphes qui sont relatifs à une forme de représentation, mais ça ne donne pas exactement les communautés. Ça donne les comptes Twitter et les échanges entre les comptes Twitter. Il faut savoir que vous avez quelquefois des retweets qui sont... Quelqu'un d'une communauté va retweeter un message de quelqu'un d'une autre communauté pour montrer à quel point il va être critique de ce message. Et le fait qu'il y ait des liens ne veut pas dire qu'ils ont vraiment un dialogue entre eux. C'est plus, disons, peut-être un artefact. Enfin, voilà, en tout cas, je pense que ça mérite une interprétation, les liens qui peuvent exister. Mais vas-y, David. Oui, c'est vrai que sur ces images-là, en fait, ce que l'on voit, c'est que l'espace se fragmente. Il peut y avoir localement quelques petites passerelles entre ces espaces-là. Ces passerelles en général sont assez ténues. Ça peut être aussi sur parfois il y a des choses qui sont vraiment partagées, par exemple une nouvelle qui va circuler juste parce qu'elle est un peu factuelle. Mais par exemple, si vous prenez, là j'ai montré climat, donc quand vous prenez l'ensemble des messages des climato-sceptiques, vous les lisez. En gros, 98%, 99%, ils sont vraiment climato-sceptiques. Vous faites la même chose, par exemple, sur la communauté anti-vax. Vous avez aussi, pareil, des scores très hauts. Alors, effectivement, vous pouvez avoir des variations à la marge, mais ces communautés-là, qui sont identifiées par des couleurs, sont vraiment relativement homogènes quand il s'agit de thèmes très polarisés, enfin très polémiques. Ensuite, sur la question de la fragmentation, de cette machine qui se met en marche, à mon avis, il y a vraiment les deux. L'analyse est effectivement très bonne. Il y a cette machinerie algorithmique des GAFAM qui sont déployées à des échelles inimaginables. 3 milliards de personnes pour Facebook. Les gens consomment de la même manière l'information sur 3 milliards de personnes, et il suffit qu'ils changent une chose pour que ces 3 milliards de personnes voient des choses différentes. Donc il y a une espèce d'homogénéisation, un objectif, des fonctions objectives qui sont les mêmes pour ces 3 milliards de personnes, puisque c'est l'augmentation des revenus publicitaires de ces choses-là, et qui vont créer en fait un environnement à la fois fragmenté, mais aussi des types d'expressions. Typiquement, par exemple, la longueur d'une vidéo est scorée et impacte sur sa diffusion. Et sur certaines plateformes, plus une plateforme est longue, moins elle est diffusée. Alors, on est ici l'Union rationaliste, on sait que ça prend du temps de développer un argument. Donc, c'est quoi un monde, en fait, où on pénalise ceux qui prennent du temps pour expliquer des choses? Et en fait, qui prend ces décisions? Donc, c'est encore une fois les plateformes. Et puis, par-dessus, il y a effectivement des gens qui ont vraiment des agendas et qui, là, essayent de fabriquer l'opinion, mais ça va être sur des fragments. Et ce qui est intéressant, ce qu'a montré, par exemple, juste pour finir, l'analyse du Sénat américain, quand ils ont essayé d'analyser ce qu'avait fait le Kremlin en 2016 sur les élections américaines, c'est qu'ils ont découvert qu'ils ne cherchaient pas forcément à pousser et favoriser l'exposition des arguments patriotes. Ils cherchaient plutôt à déstructurer l'ensemble de la société en essayant de renforcer, de radicaliser les communautés LGBT, les communautés latino, les assemblées de policiers, pour qu'en fait, en gros, il y ait une espèce de grande cacophonie et qu'à l'intérieur, ça soit plus facile pour des gens comme Trump d'émerger. Donc il y a aussi une instrumentalisation dans l'affaiblissement du tissu social en renforçant la fragmentation qui, elle, est déjà en marche par les algorithmes natifs en fait, des plateformes. Je voudrais rajouter juste un tout petit point
c'est David qui m'y a fait penser, je crois que c'est important, c'est l'hubris des personnels de ces grands opérateurs des réseaux sociaux. Moi, j'ai eu des contacts avec des gens de Facebook, mais ils ont un sentiment de puissance extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils bougent un bouton et ils ont le sentiment qu'ils sont capables de tout transformer. Enfin, t'as dû avoir la même expérience que moi. Hein, et je crois qu'il faut en me mettre. souvenir de Tristan Harris, une sorte de... Alors, dans la mafia, il avait repenti, et chez les ingénieurs système de Google et Facebook, etc., il y a un peu les mêmes. C'est tout à fait passionnant. Alors, juste, j'ai un certain nombre de questions, on a une dette de questions pour l'instant. Je crois qu'il y avait une question sur l'exposé, puis après d'autres questions qui sont manifestées, plus générales, puis je vois que cette discussion générale est là commencée, donc je propose de les prendre, et puis je vous donnerai en clôture un instant pour éventuellement, si vous avez un rebond à faire sur l'un ou sur l'autre, c'est peut-être mieux dans ce sens-là. Alors, vous avez une question, monsieur, j'en ai une autre là-haut. Et puis, bien sûr, Edouard Raisin, je sais pas. Je voulais revenir parce que vous avez dit qu'il n'y avait pas de Deus ex machina. Je voulais revenir sur ce qui vient d'être dit. En fait, quand Prigojine paye des fermes de trolls pour intervenir dans la campagne américaine, on peut quand même dire qu'il y a une volonté manifeste. Donc, je ne sais pas où vous placez ça dans votre analyse. Et puis l'autre exemple, qui est un exemple franco-français, Bolloré intervient clairement dans le débat public. Murdoch. Je suis bien d'accord avec vous, hein, mais c'est ce qu'a dit David, dire que il y a des groupes de pression à un moment donné qui vont instrumentaliser, mais il n'y a pas cette unicité. Il y en a beaucoup qui utilisent différents outils et donc ils vont saturer le débat et ils vont jouer sur certaines communautés. Et en plus, ils utilisent toutes les techniques de recommandation pour influencer certaines communautés. Mais justement, ils s'adressent, ce que j'ai dit, c'est la particularité, c'est-à-dire que là où on avait un message général forgé pour toute la population, on a des messages spécifiques, et ensuite, il s'agit par des techniques d'intelligence artificielle, avec le profilage, de trouver le public qui va être sensible à ce type de médias. Mais oui, même si Prigojine, qu'est-ce qu'il veut faire avec ces fermes de trolls? C'est déstabiliser les régimes occidentaux, et donc en créant des communautés d'opposants hostiles. Mais ce n'est pas l'ensemble de la population. Mais peut-être ce qu'on peut dire justement par rapport à la perspective théorie du complot, c'est que même sans intentionnalité, étant donné le modèle économique de ces plateformes, ça part dans le décor, et qu'en plus, il y a de l'intentionnalité de certains groupes. Donc il y a les deux, donc en fait ça se superpose. Mais c'est l'intentionnalité de certains groupes. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'intentionnalité de certains groupes, et qui n'a pas cette volonté totalitaire que pouvaient avoir des hommes comme Goebbels ou Mussolini, puisqu'ils s'adressent à des petits fragments de la population qui leur suffisent à déstabiliser un certain nombre de pays. J'ai une question d'Edouard qui avait levé la main bien avant. J'ai une petite dette au fond, je reviens au premier rang. Oui, c'est un peu la même question, mais je voudrais savoir si, dès à présent, vous avez des mesures, des études sur l'influence exogène, je veux dire, à l'extérieur d'un pays concerné, sur le processus électoral du pays en question. Autrement dit, est-ce qu'on peut dire, dès à présent, qu'il y a effectivement des manipulations des processus électoraux et qui ont déjà une influence dont on peut mesurer quantitativement le rôle. Est-ce que c'est trop tôt pour en juger? Quel pourcentage lui attribuer? Oui, enfin, on sait qu'il y a des événements de type Brexit, là, comme on mentionnait, qui ont pu basculer, notamment grâce aux réseaux sociaux. D'un point de vue rigueur scientifique, c'est très difficile de le démontrer point par point parce qu'il faudrait pouvoir faire des contrefactuels, etc. Néanmoins, on sait qu'il y a eu des actions, on sait qu'il y a des gens qui ont changé d'opinion, et on sait surtout que beaucoup d'élections dans ces cas-là se sont faites à très peu de voix. Et que par ailleurs, ces méthodes arrivent effectivement à changer l'opinion de milliers de personnes. Ne serait-ce que les méthodes publicitaires, sinon il n'y aurait pas 1,5 milliard de dollars dépensés par an pour essayer de changer les opinions des gens. Donc on sait que ça marche. Donc on sait que ça marche, on sait que c'est utilisé, donc a priori c'est un impact. Savoir quel est le pourcentage d'impact, c'est toujours très difficile, mais l'impact, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors,
c'est pour ça que je voudrais répondre à votre question. Ça se joue à la marge, tout le temps. Et il faut comprendre que, par exemple, quand Obama s'est fait élire président de la République, il a inauguré l'utilisation de ces techniques. Il a utilisé les réseaux sociaux. Avant lui, on utilisait Internet essentiellement pour faire de la publicité, comme des affiches dans la rue. Lui a compris que c'était un moyen différent. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une grande base de données de la population américaine et il a ciblé les personnes qui étaient susceptibles de basculer. Donc ceux qui étaient toujours démocrates, ils ne s'en occupaient pas. Ceux qui étaient toujours républicains, ils ne s'en occupaient pas. Ils prenaient ceux du milieu. Et ensuite, il utilisait les réseaux sociaux pour ses propres militants en essayant de regarder parmi ces militants ceux qui étaient proches des différentes personnes qui étaient susceptibles de basculer. Et donc, il faisait du profilage, il les faisait intervenir là-dessus. Et bon, après, est-ce que ça a marché? Oui, ça a marché. Hillary Clinton a-t-elle été battue par un processus étranger à l'élection américaine? Ah ben là, ouais, on croit. Hein, ouais. Oui, la question de l'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016 ne fait pas de doute. Elle a été établie par le rapport Mueller notamment. La question du rapport Mueller, c'était est-ce que Donald Trump a participé d'une opération, etc. Et il a conclu qu'il n'avait pas les moyens de le prouver, de le dire, pour engager un processus de destitution. En revanche, l'ingérence russe, elle ne fait pas de doute. On sait que le piratage des serveurs du Parti démocrate en 2016, il a été effectué très probablement par des agents du renseignement militaire russe, du GRU, que ça sans doute nuit à la campagne d'Hillary Clinton. Alors voilà, la question c'est, est-ce qu'elle aurait été battue sans cela? Ça, on ne peut pas le dire, pas refaire l'histoire. Mais le fait est que cette ingérence, elle a effectivement eu lieu, et qu'il y a eu beaucoup d'argent dépensé et de moyens mis en œuvre côté russe pour pousser cela. Et pas seulement dans ce scrutin-là. Merci. Alors, je crois qu'on a 3 questions. Malheureusement, je vois beaucoup de mains qui se lèvent, mais c'est un tribut à l'intérêt de la discussion. J'en avais une en retard ici, une ici. Hélène Langevin, je vous ai vu au premier rang. J'arrive vers vous. Et je pense que le reste, on a un petit décalage, mais on n'a pas de retard pour l'instant. Je suggère qu'on prenne encore la dizaine de minutes en fait, qui a été donnée à l'introduction, parce que cette discussion est passionnante et on ne va pas frustrer en plus nos conférenciers qui ont été exemplaires en termes de respect du temps, des questions qui méritent, puis on continuera après, je pense, à la pause café. Alors, vous aviez une question? Oui, j'avais une question sur l'évolution dans les théories du complot. Vous avez montré que via les réseaux sociaux, via Internet, on a plus facilement la possibilité de diffuser de fausses informations. Mais on peut aussi le dire pour les informations qui sont plus pertinentes, on peut plus facilement diffuser des informations pertinentes. Et donc, entre ces deux forces qui s'opposent, quel est le bilan final? Alors j'ai connaissance d'une étude qui est sortie cet été qui regardait un petit peu l'évolution au cours du temps de différentes théories du complot, qui regardait aussi la pensée conspirationniste et que finalement on ne voit pas vraiment d'augmentation. Est-ce que vous avez connaissance d'autres travaux dans ce sens-là qui étudieraient cette évolution? Écoutez, la question c'est comment on réalise ce genre d'études. Ce qui est certain, c'est que le faux continue à circuler plus vite, plus massivement que des vraies informations. Ce qui est vrai, et vous l'avez dit aussi, c'est que des informations qui ne seraient pas sorties auparavant, dans un autre contexte, un autre écosystème, sortent désormais. Donc quelque part, on est sans doute, en tout cas pour ce qui est de nos sociétés démocratiques, un niveau de transparence qu'on ne connaissait pas par le passé. Donc ça, c'est pour la partie positive du bilan. Mais la question qui se pose dès lors qu'on a posé comme constat que l'accès prioritaire à l'information par les réseaux sociaux était corrélé à une plus forte exposition à ces contenus conspirationnistes, que ça agissait sur la représentation du monde des gens qui s'informaient de cette manière-là, eh bien j'ai envie de dire que par simple remplacement générationnel à l'avenir, il n'y a pas de raison, si on continue sur cette tendance, que cet imaginaire complotiste nous influence collectivement moins à l'avenir. A priori, ça va plutôt nous influencer plus. Donc voilà, et ça n'empêche pas, c'est pas contradictoire de dire cela, parce qu'effectivement c'est moins de 35 ans, les plus jeunes, ils s'informent prioritairement de cette manière-là. C'est pas contradictoire avec le fait que, par exemple, ce sont les seniors, qui selon une étude qui date d'il y a 4 ans, je crois maintenant, partagent plus massivement que leurs petits-enfants, par exemple, des fake news sur Facebook. Je crois que l'étude portée sur Facebook, je crois que c'était un groupe de chercheurs italiens qui avait
mis ça en évidence. Voilà. C'est pas contradictoire. On peut avoir des seniors qui partagent plus facilement des contenus faux, et en même temps avoir des jeunes, leurs petits-enfants, pour simplifier, qui sont plus influencés dans l'imaginaire par ces théories du complot. Parce que, par exemple, on fait une recherche sur Internet, ils ne passent pas par Google ou Wikipédia, ils passent directement par YouTube. Ils veulent voir des vidéos sur YouTube. Or, YouTube, par exemple, c'est un facteur de développement de cette idée folle qui est le platisme. Si on retire YouTube de l'équation, on n'a pas de platisme aujourd'hui. Comme on en aurait, enfin, toujours eu des platistes ultra minoritaires, mais aujourd'hui ils se réunissent, ils font des conférences tout autour du monde pour dire que la Terre est plate. Mais comment ils font tout autour? Voilà, c'est ça. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus d'heures de vidéos platistes sur YouTube aujourd'hui que d'heures que nous avons dans notre vie pour les regarder. Il faut prendre cet élément en ligne de compte. Alors, j'ai une avant-dernière question, puis une dernière question avec vous, Madame Bourgeois. Vous avez cité des travaux sur les foules assez anciens. J'ai envie de faire référence à d'autres travaux qui sont sur les systèmes complexes, en fait, et en particulier sur la notion d'auto-organisation. Donc j'ai l'impression qu'il y a une dimension importante dans le fonctionnement de ces réseaux qui sont en fait des mécanismes d'auto-organisation et par ailleurs, effectivement, des manipulations de ces réseaux, quelque part, qui peuvent être soit structurelles, c'est-à-dire on agit quasiment sur les règles. Et là, on rejoint cette discussion sur finalement le modèle sous-jacent, etc. En fait, le mode de fonctionnement vraiment des réseaux, ceux qu'on va censurer, ceux qu'on ne va pas censurer, des choses comme ça. Et puis, par ailleurs, des perturbations qui sont plus locales. C'est l'introduction de robots, c'est du piratage, des choses comme ça. Mais ça me paraît important de faire la distinction entre ces différents aspects. Et je ne sais pas si l'un de vous veut intervenir là-dessus, sur dans quelle mesure c'est possible. Et comment on peut, on va dire, avancer pour essayer de faire évoluer les choses dans le bon sens. Juste pour répondre, d'un côté, vous avez raison, on peut avoir une vision structurelle pour regarder les réseaux comme des systèmes dynamiques. Mais d'un autre côté, ce que nous apportent les théoriciens sur les foules, ce sont les éléments sémantiques, hein, c'est-à-dire les concepts de suggestibilité, les sentiments particuliers, l'irritabilité, la notion de meneur, etc. Et tout ça, je pense, quand on le regarde aujourd'hui en regard de ce que sont les stratégies des réseaux sociaux, eh ben on se rend compte que c'est comme s'ils avaient intégré ce type de choses. C'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant de reprendre ces éléments passés pour comprendre la façon dont les réseaux sociaux manipulent les foules. Voilà. Mais c'est vrai que l'approche système complexe est complètement complémentaire à ça. Moi d'ailleurs j'ai pas mal écrit sur notamment une conjecture qui est devenue un théorème, c'est la conjecture de von Förster depuis. Donc c'est un des travaux qui montre que quand vous augmentez la corrélation entre des comportements d'entités, eh bien vous changez complètement la dynamique du système, vous le rendez à la fois plus imprédictible et aussi moins maîtrisable par les individus et plus maîtrisable par les entités qui ont accès à l'ensemble du système. Donc, et on peut vraiment voir avec des exemples très précis qu'à l'heure des réseaux sociaux, ou à l'heure de l'Internet, de manière plus générale, donc, on augmente la corrélation entre les individus, l'information sociale introduit de la corrélation entre individus, donc on change vraiment la dynamique globale du système. Il y a eu des expériences qui d'ailleurs ne faisaient pas référence à ce genre de théorie qui ont montré cela, hein, que vous augmentez l'information sociale, par exemple le nombre d'étoiles que vous voyez, ou la facilité de retweeter, etc. Et vous allez vers des dynamiques qui sont à la fois plus massives, c'est-à-dire avec des groupes qui vont être beaucoup plus larges et beaucoup plus réactifs, mais aussi plus imprédictibles, c'est-à-dire que savoir dans quelle direction va aller la foule, ou quelles sont les options qui vont sortir collectivement, sont de plus en plus imprédictibles. Et revers de la médaille, c'est que par ailleurs, les acteurs qui ont l'ensemble des données peuvent arriver à mieux prévoir, étant donné une petite partie de l'historique, où va la dynamique collective. Et là, donc, si on se place dans le cadre avec tous ces GAFAM qui ont ces données, et qui d'ailleurs font de la prédiction, hein, Musk a tweeté hier un résultat de travaux avec ses codeurs, et il y a un tableau avec tous les trucs, et donc il y a vraiment l'aspect prédiction qui est bien en évidence dans ce schéma-là. Donc quand vous vous intéressez à la prédiction, vous avez intérêt à ce que votre système donc, soit plus prévisible, prédictible
à partir d'un petit historique. En gros, c'est vous augmentez la dépendance au chemin de votre système, et donc vous avez intérêt à ce qu'il y ait plus d'informations sociales dans votre système. Et ça veut dire que du côté des GAFAM, ils ont intérêt à ce que leur plateforme soit saturée d'informations sociales, puisque ça leur permet de mieux prédire. Typiquement, Amazon va pouvoir livrer en avance des choses. Mais du côté des utilisateurs, ça rend les dynamiques collectives plus imprévisibles, beaucoup plus contingentes et plus massives, ce qui n'est pas très bon en général. Oui, si j'ai bien compris, si on prend cet effet de fragmentation qui permet les opérations à la marge sur des petits nombres de gens, il y a quand même qu'est-ce qu'on met dedans dans tout ça, finalement. Autrement dit, un énorme bruit de fond qui effectivement empêche des questions fondamentales de sortir. Bon, je crois qu'il ne faut quand même pas se cacher qu'en ce moment, il y a potentiellement et le réchauffement climatique, et la biodiversité, et les inégalités, et notre système économique qui n'est pas au point, c'est le moins qu'on puisse dire, j'en dirai beaucoup plus, mais je n'en dirai rien de plus, n'est pas adapté à la situation de ce qu'il y a à faire pour l'avenir. Bon, ces idées-là, elles ont du mal, évidemment, à émerger au milieu d'un énorme bruit de fond. Bon, alors ça, c'était le commentaire. Et maintenant, par rapport aux cibles, c'est une question. Tout à l'heure, on a parlé un tout petit peu de mi-terme. L'avortement a quand même été une grande idée qui n'a pas été négligeable au milieu de tout le blabla qui a dû passer dans les réseaux pendant ce temps-là. Autrement dit, est-ce qu'il est apparu au milieu des réseaux? Et maintenant, plus globalement, qui des femmes et des hommes dans cette affaire? Autrement dit, est-ce que les réseaux sociaux naviguent d'abord avec le fait que les hommes ont l'habitude de s'exprimer plus que les femmes, en moyenne, ou bien, finalement, voilà, ça s'est adapté à tout le monde. Et vous avez 2 minutes. Juste remarque rapide. Tout à l'heure, tu parlais de comportements moralement répréhensibles, et je pense qu'effectivement, il y a une espèce d'asymétrie, c'est que les groupes qui ont moins de morale n'hésitent pas à utiliser tous les artifices des réseaux sociaux, notamment la multiplication de faux comptes, etc., pour pousser un agenda politique et idéologique. Et par exemple, par rapport à l'avortement, mais par rapport à la lutte, on parlait tout à l'heure de la transphobie, etc., c'est très très fort aux États-Unis, ça commence à être aussi très fort en France, où il y a des groupes qui s'organisent en disant on va pousser ce thème-là, donc là on est plutôt dans le côté instrumentalisation étant donné des choses, mais ça marche bien parce que pour le faire il faut avoir moins de moralité, et que c'est des groupes qui ont moins de moralité, enfin, donc faut le dire clairement quand même. Mais disons, sur le bruit de fond, je suis tout à fait d'accord, hein, c'est vraiment augmenter l'entropie du système pour empêcher d'entendre les messages importants. Et c'est bien ça le drame. Et pour reprendre ce que tu disais, on sait par exemple que Zemmour a eu une stratégie de fabrication de comptes, enfin il a instrumentalisé tous les réseaux sociaux. De diversification de sa présence sur tous les réseaux sociaux. Je vous ai répondu, ça va mieux que... Si on finit à moins le quart, on aura fait pile 1h30. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de frustration parce qu'il y a beaucoup de questions. Et peut-être si nos orateurs sont encore là pour le café, on pourra peut-être les instruire. Mais là, je voudrais simplement, et je pense que le dialogue entre vous, en tout cas le ping-pong, a bien eu lieu déjà pendant les questions générales. Mais peut-être si chacun d'entre vous veut conclure d'un mot ou de donner son sentiment ou interpeller un des autres, peut-être qu'on peut recommencer par, on peut suivre l'ordre. Rudy, David et Jean-Gabriel, peut-être ce que vous retenez de ce débat, chacun. S'il y a une conclusion. Non, moi je conclurai sur une idée qui n'est pas suffisamment, à mon avis, affirmée, entendue, c'est que les cibles que se prennent, que se choisissent les théories du complot et ceux qui les portent et leur meneurs renseignent moins sur ces cibles que sur les meneurs eux-mêmes et sur leurs obsessions. Et il y a ce mot de Claude Lanzmann que j'ai toujours à l'esprit, comment on fabrique un bouc émissaire, pour le coup, qui est que la haine préexiste à ce dont elle prétend s'originer. Et que finalement la théorie du complot est en fait un discours de justification a posteriori des cibles qu'on s'est choisies.
L'autre manière d'envisager le sujet des théories du complot serait de considérer que les cibles du complotisme auraient une part de responsabilité dans la haine, l'hostilité qu'elles suscitent. Et là, c'est évidemment très grave, je crois que c'est décorrélé. Parce que si on suit cette logique, au fond, ça veut dire que s'il y a des protocoles de message de Sion, c'est quand même un peu à cause des Juifs. Voilà où c'est mon avis. Donc, je crois qu'il est important de distinguer entre les cibles que se choisissent les théoriciens du complot et la réalité de leur motivation. Merci. David ? Oui, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire. Juste un point qui a été abordé qui me semble vraiment important, c'est de comprendre que l'organisation de la circulation d'informations, notamment via les GAFAM, joue un impact énorme sur ce qui circule, mais aussi sur la manière dont les groupes sociaux vont se former en ligne, et aussi, du coup, par ricochet, sur la manière dont les identités se construisent. Donc on est en train de construire les personnalités de demain à travers ça, et donc ça, il ne faut vraiment pas le négliger. Donc il y a une certaine responsabilité importante à s'intéresser à toute cette architecture technologique qui va réguler cette circulation d'informations et la mise en relation, et que tout ça, en fait, est assez récent. Et il faut vraiment y insister, c'est-à-dire qu'en gros, il y a 15 ans, il y a une petite vingtaine d'années, tout ça n'existait pas. Et qu'à l'échelle même de l'évolution des régulations, etc., c'est assez court, enfin assez rapide. Donc on est vraiment dans l'enfance de ces réseaux sociaux, et que combien de temps on a mis pour réguler le tabac. Donc, voilà, toujours pas fait. Donc là, il y a aussi un travail du côté juridique qui a commencé, hein, mais sur lequel il ne faut pas traîner, parce que sinon on risque d'avoir des effets secondaires très graves. Merci. Jean-Gabriel. Moi, il y a 3 points. Bon, d'abord, les théories du complot, c'est ancien, mais ce qui arrive aujourd'hui, c'est assez nouveau. Comme l'a rappelé David, les réseaux sociaux, c'est récent, et l'impact des réseaux sociaux sur l'ensemble de la société, ça nous a tous surpris. Comme souvent avec la technologie, on peut anticiper des technologies dures, physiques par exemple, en ce temps ça va se développer de telle ou telle façon, même s'il y a des changements de paradigme à certains moments. Dans le cas des technologies de l'information, comme ce sont des technologies qui dépendent des modes d'appropriation par les sociétés, elles nous ont surpris beaucoup. Et c'est le cas sur les réseaux sociaux. Qui aurait imaginé au départ que des techniques qui permettent de mettre en relation des étudiants dans des grandes universités puissent avoir des effets aussi importants sur l'ensemble de la société. Et donc je crois qu'il faut vraiment qu'on étudie ça. Deuxième point, je pense que pour étudier ça, il faut, et c'est ce que j'ai essayé de faire là, je ne sais pas si j'ai raison, mais je pense qu'il faut essayer de trouver les modes d'appropriation qui permettent de le faire. Et j'étais très content dans cette table ronde parce que je trouvais qu'on était très complémentaires dans les approches que l'on avait. Il y a bien sûr des choses dont je n'ai pas pu parler, en particulier sur le rôle de l'intelligence artificielle, etc., mais ce n'était pas le lieu. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on est donc dans le colloque de l'Union rationaliste, et je crois que c'est une question qu'il faut vraiment prendre au sérieux, parce que justement, ce qui se passe avec ce type de diffusion, c'est l'échec de tout discours rationnel qui est parasité par énormément d'informations. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est effectivement ce bruit qui vient tout parasiter, qui rend impossible l'espace. Justement, on dit c'est un espace public, c'est pas du tout un espace public. L'espace public, c'est là où on peut débattre avec des arguments de questions qui sont des questions importantes, et il y en a suffisamment dans le monde d'aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on n'arrive plus à construire cet espace public aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est vraiment... Merci beaucoup.